toutes les personnes actives, mes journées peuvent être très chargées. Mais il y a ces moments que j'affectionne particulièrement. Quand je me réhydrate avec Source Tanguy pour me reconnecter à une source inépuisable de bien-être. Je suis privilégiée de vivre ces moments uniques et authentiques qui me permettent de donner le meilleur de moi-même. Source Tanguy, plus qu'une eau minérale naturelle, c'est une classe au-dessus. XXL, faites le plein d'énergie pour en mettre plein la vue. XXL, c'est petit mais c'est puissant. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue sur Coupe sur la 2, édition de ce dimanche 23 janvier de l'an de grâce 2022, édition qui sera consacrée au débrief des deux premiers huitièmes de finale. Nous irons en début d'émission du côté de Garoua dans le Nord Cameroun où Eric Ngele nous attend. Ce sera pour débriefer la rencontre entre le Nigeria et la Tunisie, le duel des aigles qui a tourné à l'avantage, bien évidemment, des aigles de Carthage du Nigeria. Ensuite, nous irons au bord de l'océan Atlantique du côté de Limbe pour le débrief ou alors les réactions d'après-match entre les étalons du Burkina Faso qui ont dominé les Panthères du Gabon. À l'issue de la fatidique épreuve des tirs au but, un but partout, c'était le score à l'issue des 120 minutes de jeu. Et demain, affiche très attendue, Cameroun-Comores, huitième de finale du côté des Lundés. Nous allons vous donner, ou alors nous allons vous présenter la conférence d'avant-match. Les acteurs vont prendre la parole, mais surtout aussi des anciens Lions qui viendront en soutien et en encouragement aux Lions indomptables dans leur tanière. Puis la boucle sera bouclée du côté de l'Ouest avec le duel des westerns de ces huitièmes de finale. Guinée-Gambie, Mathieu Fangouaya, Bafoussam bien installé, tout au frais et ça tire à balles réelles du côté de Bana. Ça tire vraiment à balles réelles. Le sélectionneur de ce côté-là, le sélectionneur de la Gambie a sorti son pistolet. Il a tiré sur l'hébergement. On va l'écouter, mais on donnera aussi la parole au directeur général de cet hôtel-là. Madame, monsieur, voilà pour le sommaire. On vous retrouve juste après ceci. Avec nous ce soir, le coach Toa avant d'aller du côté de Garoua. Coach Toa, bonsoir. Bonsoir Jacques Marcel et merci pour l'invitation. Le plaisir, il est plutôt le nôtre. Ben, moi je suis ravi, à chaque fois où j'ai eu la possibilité, n'est-ce pas, de passer sur votre plateau, je me suis toujours fait beaucoup de plaisir. Vous vous êtes régalé avec les deux matchs du soir? Oui, le très bon match qu'on a eu à voir, il va falloir vraiment le dire. Cette canne monte en intensité et puis il y a aussi beaucoup de surprises, n'est-ce pas, qui s'installent déjà. Et j'espère, n'est-ce pas, que ça va continuer de cette manière. Vous êtes un puriste, on reviendra à vous tout à l'heure pour débriefer tout cela. On a une supportrice des Lions indomptables. Demain, ça va jouer du côté de l'Embé. Marie-Laure, bonsoir. Bonsoir. On en parlera tout à l'heure de vous et de votre cœur qui bat pour les Lions indomptables. On file donc tout droit du côté de Rumdiadia Stadium où Eric Ngele nous attend. Il est en décrochage. Eric Ngele qui va revenir bien évidemment sur ce duel des aigles qui a opposé il y a quelques instants, bien évidemment, la formation des aigles de Carthage qui a dominé les Super Eagles du Nigeria. Le Nigeria, grandissime favori à l'issue des matchs de poule qui a plié les Chines. 0 but contre 1. On va donc du côté de Garoua où nous attend Eric Ngele. Bienvenue une fois de plus à Garoua. Nous sommes ici, n'est-ce pas, au QG, au quartier général des deux équipes qui sont affrontées ce soir, à savoir le Nigeria et la Tunisie. Nous sommes dans leur QG. Derrière nous, vous pouvez même vous rendre compte
n'est-ce pas, de la délégation nigériane installée ici dans cet hôtel qui est en train de prendre le dernier repas de la journée. Une délégation, on va dire, carrément battue. Tout à l'heure, on a vu des gens qui étaient carrément éplorés. Certains pleurent, d'autres ont déjà pris leurs bagages, ont pris la route pour rentrer du côté du Nigeria. On a vraiment, madame, nous sommes en direct, madame, nous sommes en direct. Alors, nous avons connu cette atmosphère ensemble ici et on s'est dit, nous allons vous la faire vivre avec cette supporter du Nigeria. Vous nous avez dit tout à l'heure, abattu carrément, complètement à terre face à cette Nigeria. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous êtes déjà actuellement? Moi, je me sens très mal, très mal. Voilà, on est déçus, on est découragés, on est attristés, vraiment ça. J'ai même pas de mots. On est abattus. Vous me voyez, tout le monde est triste ici. Alors, et c'est ici le quartier général du Nigeria, n'est-ce pas? Oui, la délégation du Nigeria. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à leur arrivée tout à l'heure lorsqu'ils sont rentrés ici? Bah écoutez, c'est normal, hein, vous savez, après cette élimination, là, tous sont arrivés, d'autres en pleurs, abattus, ils sont tristes. On ne peut qu'attendre ça, ils ne vont pas arriver tout en joie quand même. Ils sont éliminés. Les objectifs, c'était de voir quand même le Nigeria aller en finale. Avec en bénéficier également aussi de leur présence. Beaucoup. On peut comprendre que dans le domaine économique, c'est Garoua qui va pâtir beaucoup, économiquement, financièrement. Oui, financièrement. En fait, on est tous foutus. Et sur le plan de la chaleur, de l'ambiance de ces voisins. Ça va être vraiment, ça va être très triste, va être vraiment, ce sera plus comme avant en fait. Avant on vivait la canne, mais maintenant la canne, c'est foutu pour nous. Alors, sur le plan du jeu, vous pouvez vous en rendre compte, on n'a pas reconnu l'équipe du Nigeria ce soir. C'est une équipe qui nous a semblé avoir perdu un peu de repères. Alain Pierre Poigneux, avec qui nous avons vécu cette rencontre ce soir, nous avons eu droit à une équipe du Nigeria. On avait espéré une grande équipe du Nigeria au vu des trois premières rencontres de la phase de groupe. On a fini avec une équipe du Nigeria presque méconnaissable. On a vu des cadres que nous connaissons, Simon Moses, Iwobi, Ignachu, Moussa qui arrive. On a mis carrément à moins de 5 minutes de la fin. Qu'est-ce que vous avez retenu de ça? Écoutez, moi je pense que le Nigeria a pêché à un niveau. Le Nigeria, par rapport à ses performances du premier tour, c'était pratiquement la meilleure équipe sur le plan comptable et sur le plan qualitatif. On sait qu'il y avait de la qualité. Tout le monde était surpris par le rendement du Nigeria au premier tour, ce qui leur a valu les 9 points sur 9. Exactement. Et j'ai la seule équipe qui a même fait la seule équipe, c'est pour ça que je dis elle était la meilleure. Et c'est pour ça que aussi, voilà, ça a toujours en leur défaveur au second tour parce qu'ils ont abordé, j'ai l'impression, le match contre la Tunisie avec un peu de descendance. Ils ont pris la Tunisie un peu de hauteur et c'est pour ça que voilà, c'est au fur et à mesure qu'ils étaient en train d'entrer au match que la Tunisie était voilà, en train de s'installer complètement et le Nigeria n'a pas su revenir. Le Nigeria a eu un schéma de jeu, je l'ai dit d'entrée de jeu, qui allait pratiquement sur les deux côtés, avec Moses Simon d'un côté et son compère de l'autre, le dossard numéro 17, j'ai dit son nom. Ils ont tous été bloqués par les Tunisiens. Et à ce niveau-là, j'en veux un petit peu au coach Iboivon, parce que très vite, à l'issue de la première mi-temps, on a tout de suite compris que voilà, la solution, Simon Moses était déjà par la Tunisie, il fallait passer à autre chose. Mais il a maintenu ce schéma jusqu'à la fin du match, qui ne les a pas aidés aussi énormément. Et à un moment donné, le Nigeria a eu beaucoup de velléités offensives, mais malheureusement, voulait toujours entrer en petite passe dans la surface de réparation. Il n'y avait personne pour tirer à partir. On était tous dépistés au stade. Les 16 mètres. Voilà, les 16 mètres étaient tout le temps. Quand il y avait des opportunités de frappe, ce n'était jamais ça. Et je regardais le banc de touche. On ne laisse quoi pas, on ne leur passait pas
Nigeria. Et je crois que c'est l'ensemble de ceci qui a contribué malheureusement à l'échec du Nigeria qui est pratiquement qui met toute la ville de Garoua, j'ai envie de dire, sous les ténues ce soir. Alors, je le disais, nous sommes dans le quartier général des supporters du Nigeria, également ceux de Tunisie également qui sont là, des journalistes. Et donc, c'est à partir de là que nous travaillons. Et donc, nous vous rendons l'antenne le temps, si vous avez peut-être d'autres questions, nous serons à vous. Voilà. Merci Eric Guélé. Ambiance pas tout à fait triste, mais les Super Eagles qui vont donc plier bagage du côté de Garoua pour retourner du côté du Nigeria. Le duel des aigles, les deux rapaces qui tournent à l'avantage des aigles de Carthage. Coach, vous avez vécu le match en direct. Qu'est-ce qui n'a pas marché côté nigérien? Match d'une très grande intensité, il va falloir le dire, Jacques Marcel. On a vu deux équipes très bien organisées, n'est-ce pas, sur le plan tactique. Et que techniquement, c'était les équipes qui jouaient avec beaucoup d'assurance. Moi, je pense que le Nigeria n'a pas abordé le match comme ils ont l'habitude de le faire lors des la phase de poule. Voilà. Ils n'ont pas attaqué tout de suite les Tunisiens en début de match. Et les Tunisiens ont gagné en confiance au fur et à mesure que le match se déroulait. On a vu une équipe tunisienne qui a gagné en volume dans ce match, alors que le Nigeria avait toutes les possibilités en premier mi-temps de les pousser dos au mur pour que cette équipe puisse souffrir. Non, ils étaient vraiment un peu à côté de la plaque. C'est pour ça que ça doit, n'est-ce pas, donner des leçons à beaucoup des équipes. Que voilà une équipe qui sort avec 9 sur 9 contre un meilleur troisième. La Tunisie a démontré aujourd'hui qu'avec une bonne organisation tactique, surtout sur le plan tactique, on peut, n'est-ce pas, faire un très bon match. C'est pour ça qu'ils n'ont pas eu trop d'occasions de but, mais le but que la Tunisie marque, c'est un but de distance. Il frappe, n'est-ce pas, dans une trentaine de mètres, le gardien n'a pas vu le départ du ballon, et c'est ça qui fait le but. Mais le Nigeria, après cela, a fait de très bons remplacements qui ont donné un souffle nouveau sur le plan de l'attaque, mais malgré cela, ils n'ont pas pu trouver, n'est-ce pas, la faille sur ce mur tunisien qui était vraiment très bien organisé avec des joueurs très robustes. C'est pour ça que le Nigeria ne peut que s'en prendre à lui-même, parce qu'ils avaient la possibilité en premier mi-temps de pouvoir, n'est-ce pas, tirer l'épingle du jeu de leur côté. Alors, lorsqu'on regarde ce match-là, le Nigeria, vous l'avez dit, finit la phase de poule avec note sur note, 9 points sur 9 possibles, 6 buts marqués contre un seul encaissé. Tout le monde crie, voit le Nigeria aller au bout, ça joue très bien au ballon, c'est compact et tout le reste. Et puis, maintenant, on jette un coup d'œil sur la feuille de stats. Le Nigeria, malgré, il faut bien le dire, l'expulsion d'Iobi en deuxième mi-temps, le Nigeria finit quand même avec à l'avantage de la possession, c'est 54% de possession contre 46% pour la Tunisie. Le Nigeria tire 13 fois au but pour un seul tir cadré. On peut se dire que c'est devant que ça a pêché au niveau de la finition. Oui, justement, au niveau de la finition, cette équipe a eu des problèmes, ce qui a été dans les matchs précédents leur force. Ils étaient très bien sur le plan offensif, bien organisés, mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, ils ont eu à buter sur un mur tunisien en premier mi-temps qui était vraiment très très solide. C'est pour ça que les statistiques dans la possession peuvent aller pour le Nigeria, puisqu'on voit effectivement que le Nigeria, en phase d'attaque, était capable, n'est-ce pas, de se reconvertir en attaque rapide, en attaque placée. Et c'est pour cette raison que cette équipe tunisienne, malgré l'assaut que l'équipe nigériane a eu à mettre en leur faveur en deuxième mi-temps, était vraiment très bien éveillée. Et c'est pour cela qu'on peut, n'est-ce pas, dire aujourd'hui qu'une belle organisation, comme je l'ai dit au départ, sur le plan défensif, est le maillon fort d'une équipe comme celle de la Tunisie qu'on a eu à voir pendant ces huitièmes de finale. Et ça a été vraiment très compliqué pour le Nigeria. Surtout que le Nigeria a des très bons joueurs. Ils ont un problème de riches. Vous voyez le banc de touche du Nigeria, c'est pas comparable à celui de beaucoup des autres équipes. Mais qu'à cela ne tienne, les Tunisiens ont su gérer leur partie. Et c'est pour ça que je dis, Jacques Marcel, cette CAN est vraiment très élevée et ça nous réserve vraiment beaucoup de surprises. On va insister. On reste sur la Tunisie qui a
jouer sur ses valeurs, à savoir compact, bien organisé défensivement et profiter de la moindre faille pour aller piquer l'adversaire. 47e minute, Hamsnik met ce but et les Tunisiens continuent à garder cette organisation. Pendant le match, on vous a observé, vous n'étiez pas surpris de ce que la Tunisie tienne le bon bout dans ce match? Non, pas surpris. Surpris, je n'étais pas. Moi, je croyais que effectivement l'équipe qui marquait un but parmi ces deux équipes pouvait vraiment gagner ce match. Je l'ai dit déjà pendant la mi-temps à nos consultants qui étaient ici. Et je crois que c'était là le problème sur le plan organisationnel, sur le plan tactique. On a vu des équipes vraiment très bien organisées, de telle sorte qu'arriver devant les gardiens de but, c'était pas facile. C'est pour ça que cette équipe nigériane, malgré cela, il y a Sianik qui a eu deux opportunités à pouvoir, n'est-ce pas, revenir à la marque, mais il ne l'a pas fait. C'est passé tout à fait à côté. Mais c'était pas évident de se retrouver devant les gardiens. Mais moi, personnellement, j'étais pas surpris sur l'organisation des deux équipes. Parce que là, les deux jouaient, n'est-ce pas, un précis médian, tout en restant très compact au niveau du milieu de terrain, tout en jouant, n'est-ce pas, vers l'avant quand il le fallait, et les deux équipes perdaient pas facilement les ballons. C'est pour ça que vous avez vu au niveau des statistiques 54 sur 46 pour le Nigeria, mais la Tunisie, malgré cette supériorité, n'est-ce pas, sur le plan de la statistique contre eux, a eu à gagner son match. Ça ne veut toujours pas dire que l'équipe, n'est-ce pas, qui conserve le ballon le plus peut gagner un match. Non, la Tunisie a eu moins d'occasions de but. Ils ont exploité ce qu'il y avait sur un tir de distance. 7 tirs, 7 tentatives dans les buts nigérians, 3 cadrés et 1 but. Oui, justement, c'est pour ça qu'on dit que parfois, c'est pas tout à fait les tirs qu'on frappe qui donnent toujours des buts. Ils ont tiré moins. Voilà, il faut être, n'est-ce pas, très tranché et précis. Ouais. Ils ont eu à tirer 2 fois comme ça. Il y a le gardien qui est allé chercher le deuxième tir très loin. Et c'est pour ça que cette équipe tunisienne, on peut leur tirer un coup de chapeau, surtout dans l'organisation, n'est-ce pas, sur le plan tactique, qui m'a vraiment beaucoup impressionné par rapport au précédent match que cette équipe tunisienne a eu à jouer en phase de poule. Alors, on va revenir à vous tout à l'heure, coach, pour savoir jusqu'où cette Tunisie-là qu'on a vue aujourd'hui, qui se métamorphose et qui prend de la place dans cette canne-là, pourra aller. Mais déjà, Marie-Laure, qu'est-ce que ça fait? Vous avez vu les supporters du Nigeria. Eringele était dans le camp de base des supporters du Nigeria qui sont en train de plier bagages. Qu'est-ce que ça fait aux supporters ou à une supportrice comme vous de voir votre équipe plier bagages et perdre? Rebonsoir, je suis déjà très honorée que vous m'invitiez ici. Je dirais que ça fait énormément mal. Moi, en tant que supportrice numéro 1 de ce que j'aime, quand ma personne est face à une situation, c'est pas facile. Donc, voir les Nigérians, il est bien vrai, c'est la course que le meilleur gagne, mais quand son équipe perd, ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas facile, on peut comprendre, mais qu'ils comprennent que c'est le jeu, c'est un peu ça. Ok, c'est le jeu, il faut être fair play. Alors, coach, vous insistez sur l'organisation défensive de cette équipe de Tunisie qui vous a vraiment impressionné ce soir. Vous pensez que cette Tunisie, elle peut aller jusqu'où dans cette campagne? Jacques Marcel, vous savez, quand vous passez déjà le cap des 8e de finale, vous tombez en quart. Et ça peut aller de toutes les façons. Vous savez, comme je l'ai dit, une belle équipe, c'est celle qui est sur le plan défensif bien organisée. Et pour gagner une CAN, il ne faut pas beaucoup encaisser les buts. C'est pour ça que je crois que cette équipe tunisienne est en train de gagner en volume, surtout dans l'organisation défensive. J'insiste là-dessus, parce qu'on ne peut pas enseigner à beaucoup de joueurs comment est-ce que, n'est-ce pas, ils peuvent concrétiser les actions de but vers l'avant, mais l'organisation défensive, ça s'apprend. On apprend à une équipe à défendre. C'est pour ça que quand vous avez vu cette équipe tunisienne aujourd'hui jouer, vous sentez une équipe qui est très bien organisée sur le plan défensif, sachant qu'ils ont des difficultés sur le plan offensif à pouvoir
aller vers l'avant comme l'équipe nigériane. Non, à comparer les deux équipes, on voit sur le plan offensif que le Nigeria avait des joueurs d'une qualité autre par rapport à celle des Tunisiens. Mais les Tunisiens, ils ont employé leurs moyens, ils ont utilisé leur force, qui était, n'est-ce pas, la force de toute une équipe dans l'organisation. La projection vers l'avant était vraiment très, très, très bien organisée, de telle sorte qu'à chaque fois, ils se déportaient vers l'avant, c'était pour faire mal à cette équipe nigériane. Non, je dis et je répète une fois de plus que cette équipe tunisienne pourra aller très loin, n'est-ce pas, dans cette compétition, si elle continue à pouvoir jouer de cette manière, où on l'a vu se déplorer aujourd'hui, ce ne serait pas évident de pouvoir vraiment les manœuvrer, parce que dans l'entrejeu, ils ont des joueurs vraiment très complémentaires dans des différentes lignes. On le voit effectivement que cette équipe saute rarement les lignes, elle essaie de jouer, n'est-ce pas, avec des différentes, dans la relation entre différentes lignes. C'est pour ça que cette équipe nigériane ne pouvait pas les pousser à bout facilement. Vous avez vu que le Nigeria aussi était obligé, n'est-ce pas, de pouvoir jouer un pressing médian, malgré qu'en deuxième, vers la fin du match, ils se sont déportés un peu vers l'avant, tout en ouvrant toujours les brèches là derrière. Est-ce que la différence ne s'est pas faite sur l'expulsion du joueur Iwobi? Oui, on peut aussi, n'est-ce pas, passer de ce côté en disant que Iwobi, qui a été au niveau, ça n'a pas été facile en un laps de temps de bâtir un groupe comme ce qu'il a fait. Et je dis, pour moi, c'est dommage, parce que c'était l'équipe favorite que tout le monde regardait. N'est-ce pas, cette équipe nigériane allait très loin dans cette CAN. C'est dommage, mais je pense qu'ils ont la possibilité, n'est-ce pas, pour les prochaines CAN à mieux s'organiser, parce que là, ils ont des joueurs très jeunes qui, n'est-ce pas, feront sûrement des belles prestations, n'est-ce pas, pour les échéances prochaines. Et surtout que juste derrière, il y a les barrages pour la Coupe du Monde. Troisième et dernier tour éliminatoire zone Afrique, le Nigeria est interpellé. Je pense que tout de suite derrière, les Super Eagles vont se mettre en scène. Alors voilà, malheureusement, pour les supporters du Nigeria, Marie-Laure, ça fait quand même triste. C'est triste. Je vous ai vu réagir lorsque Collins dans les extraits a montré quelques images des supporters tunisiens qui jubilaient. Vous préférez voir les sourires, les cris de joie des supporters plutôt que de voir les larmes? Bien sûr, les cris de joie sont très très importants, mais ce que les supporters doivent comprendre, que c'est pas eux qui sont sur le terrain, mais on vit quand même cet amour-là. Nous vivons cet amour, nous les supporters, nous qui aimons, on ne veut pas du tout perdre. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le jeu. Chacun a son tour de chance, et on peut rencontrer quelqu'un qui est plus fort que nous, quelqu'un qui a maîtrisé un certain nombre de choses plus que nous, comme monsieur l'entraîneur le disait tout à l'heure là. Donc, ce n'est pas facile dans tous les deux camps. Les joueurs qui jouent, ils ont une pression de voir leurs supporters. Les supporters qui sont là pour supporter leurs gens ne connaissent pas aussi ce que ces joueurs affrontent. Donc, dans tous les deux camps, il y a quelque chose. Mais pour nous, les supporters, vraiment, nous, on n'aime pas perdre et c'est pas facile. C'est juste, on peut juste encourager les Nigériens d'aller de l'avant, de voir là où il y a eu faute pour pouvoir corriger. D'accord, coach, vous semblez être séduit par cette formation tunisienne. Est-ce que vous faites des Aigles de Carthage votre coup de cœur? Non, je ne peux pas tout de suite dire que cette équipe-là pourra remporter cette CAN ou bien arriver en finale, Jacques Marcel. Après, dès qu'on verra, n'est-ce pas, les autres équipes jouer, on pourra tout de suite se fixer. Mais déjà au départ, malgré que cette équipe tunisienne a été meilleure perdante, je crois, on voyait ils ont fini troisième dans la poule F avec 3 points pour une seule victoire, 2 défaites, 2 buts marqués contre 2 encaissés. Voilà, justement, même à partir des défaites que cette équipe a eu, aller voir jouer, moi je voyais une équipe qui avait une base, mais qui n'avait peut-être pas de la chance sur le plan offensif de pouvoir marquer des buts. Vous pensez qu'ils vont continuer à monter en puissance? Cette équipe est en train de gagner en volume. Allez voir jouer. Ce soir, on ne voit pas une équipe qui a été abattue sur le plan physique. Cette équipe a des ressources. Allez voir jouer même la première mi-temps. J'ai dit aux consultants ici que cette équipe se montre très fraîche.
Elle a des ressources à aller voir jouer. Et ils n'ont pas paniqué, même pendant qu'ils ont marqué leur but, ils n'ont pas paniqué, malgré qu'à un certain moment, ils ont été poussés par le Nigérian, comme je dis, à 10 contre 11. Le Nigérian a continué à jouer vers l'avant, mais cette équipe tunisienne, je pense que si cette équipe passe le cap des quarts de finale, elle pourra, n'est-ce pas, surtout dans cette organisation, marquer un but et gagner un match. C'est ce qu'il faut faire quand on est, n'est-ce pas, dans une phase d'un tournoi comme la CAN. Il faut juste marquer un but, ne pas encaisser. Et c'est pour ça que les équipes comme le Sénégal, qui jusqu'aujourd'hui n'a pas encore encaissé un but, on doit vraiment se méfier de ces équipes qui, sur le plan de la défense, sont bien organisées. Parce que pour gagner... Le match de Garoua entre le Nigeria et bien sûr la Tunisie, le duel des Aigles qui a tourné à l'avantage des Aigles de Carthage de Tunisie. Pendant donc que les Nigérians s'en vont, ils pleurent, ils s'en vont, c'est le sport, les Tunisiens restent et continuent leur compétition pour les quarts de finale. On va descendre d'un cran, on y voit du côté de Limbe, où le premier huitième de finale s'est disputé du côté du stade Omnisport de Nguémé, Burkina Faso contre Panthères du Gabon. Eh bien, les voisins, les Panthères du Gabon ont plié les chines au bout du bout. À l'issue de l'épreuve des tirs au but, je pense 7 tirs au but à 6, un but partout, c'était le score. Pendant les 120 minutes de jeu, un match plein pour ces Panthères du Gabon qui nous laisse tristes. On va donc, si l'élément est calé, on me fait signe que c'est calé, les réactions d'après-match du côté du stade Omnisport d'Nguémé à Limbe. On regarde et on revient. Pas un peu, mais il faut remettre parce que la gestion des émotions, c'était pas facile. Nous avons effectivement eu l'opportunité de jouer le match bien avant, mais c'est le foot, parce que tout peut arriver en football. On pouvait perdre ce match ce soir, et par exemple, nous tir au but, voilà, on aurait crié au scandale. Alors, ça, c'est tout le charme du football. Alors, quand on vient au football, il faut s'attendre à vivre ces émotions fortes. Alors, nous sommes heureux de l'issue du match, et ça, il faut le dire, parce qu'en face, nous avons un adversaire qui a joué grandement ses chances, même quand elle était diminuée sur le plan numérique, elle est restée vraiment sur ses appuis, et c'est ce qu'il faut retenir. Naturellement, ce qui nous reste à faire, c'est de tirer les leçons de cette rencontre. Ça, nous savons qu'il y a des leçons à retirer, à retenir. Il y a également la satisfaction, parce que n'oubliez pas que c'est un huitième de finale. C'est comme ça, ça va se jouer. Et ne pas gagner ce match au terme de 90 minutes, on peut nous dire quelques regrets, mais il faut aussi se dire que tout peut arriver dans pareilles circonstances. Alors, je pense que ce que nous allons retenir pour l'instant, c'est de savourer notre victoire acquise de haute lutte, parce que l'adversaire en face avait des arguments à faire valoir. Ça, il faut aussi le reconnaître. Alors, même si nous avons péché quelquefois par naïveté, c'est surtout ça, généralement, les équipes qui loupent autant d'occasions se font éliminer par la suite. Et nous sommes heureux d'être toujours debout, et c'est ce que je vais retenir pour l'instant. Coach Malo, à l'issue de cette victoire des étalons du Burkina Faso, heureux, mais il dit quand même qu'en face, il y avait de répondants malgré que l'adversaire a fini le match avec un jour à moins. Oui, justement, vous avez une équipe gabonaise qui, voilà, de l'autre côté, quand le Nigeria perd un joueur, le Gabon a perdu un joueur, mais ils ont fait le contraire de ce que le Nigeria a fait. Ils ont quand même, jusqu'aux arrêts de jeu, jusqu'au bout, égalisé, n'est-ce pas, ce but contre le Burkina. Non, mais attends, le match de Limbe, je crois que le Burkina ne peut que s'en vouloir lui-même, parce qu'ils ont eu beaucoup d'occasions de but. Le Gabon plutôt Non, le Burkina. C'est le Burkina qui est passé. Oui, mais le Burkina a raté beaucoup d'occasions de but pour arriver au tir de pénalty, c'est de ça que je parle. Ah, ok. Si le Burkina ne peut que s'en vouloir, si au tir au but ils étaient sortis, parce que là, le Gabon revient avec toutes ses chances, après avoir égalisé ce but pour aller maintenant au tir au but. Le Burkina, pendant tout le match, a eu des occasions pour pouvoir marquer un deuxième but et être à l'abri, n'est-ce pas, de tout ce qui pouvait arriver pour ne pas aller aux prolongations et arriver au tir au but. C'est de ça que moi je parle, parce que là,
on a vu une équipe gabonaise qui joue à 10, mais qui a continué à croire, pendant toute la prolongation, qui a continué à croire ses chances pour que Kouélémanga, à la fin du match, égalise ce but. Avant que cela, le Burkina a eu beaucoup d'occasions de but pour pouvoir marquer un deuxième but et être à l'abri. Ils ne l'ont pas fait. Et maintenant, aller au tir au but, je crois qu'ils ont fait peur. Ils se sont vraiment fait peur et c'est pour ça. On va revenir pour continuer le débrief de cette partie qui a vu les étalons du Burkina décrocher leur sésame pour les quarts de finale. Mais avant, la télé, c'est aussi les partenaires. Un clin d'œil à nos partenaires et on revient. Le football coule dans nos veines. Android Sport, supporter numéro 1 du football. Le football est un sport qui se joue avec un ballon d'une circonférence de 70 cm. Des chaussures à crampons, deux équipes de 11 joueurs, sur un terrain recouvert de gazon. Bref, le foot, c'est un sport qui se joue avec un ballon. Il n'y a pas qu'un football. Il n'y a pas qu'une façon de se rapprocher. Orange. Comme toutes les personnes actives, mes journées peuvent être très chargées. Mais il y a ces moments que j'affectionne particulièrement. Quand je me réhydrate avec Source Tanguy, pour me reconnecter à une source inépuisable de bien-être. Je suis privilégiée de vivre ces moments uniques et authentiques qui me permettent de donner le meilleur de moi-même. Source Tanguy, plus qu'une eau minérale naturelle, c'est une classe au-dessus. XXL, faites le plein d'énergie pour en mettre plein la vue. XXL, c'est petit mais c'est puissant. Coach, on revient donc pour finir avec le débrief de cette rencontre entre les Panthères du Gabon et les étalons du Burkina Faso. Match très très heurté avec beaucoup de fautes, 13 cartons jaunes au total, 7 pour le Gabon et 6 pour les étalons du Burkina Faso, avec à l'arrivée un carton rouge pour les Gabonais. Beaucoup de fautes, 31 pour le Burkina Faso et 29 fautes côté gabonais. Match très heurté. C'est quoi? C'est l'enjeu qui a pris le dessus sur le jeu. Oui, on peut le dire. Les deux équipes étaient vraiment très engagées. Chaque équipe voulait, n'est-ce pas, gagner ce match. Mais ça allait un peu au-delà, puisque l'arbitre lui-même, il était débordé, n'est-ce pas, par
l'engagement les événements sur le terrain et autres. Même s'il est resté correct quand même. Il est resté correct, mais il a été vraiment à la hauteur de ce match, puisque les deux équipes ne se sont pas vraiment fait du cadeau jusqu'à arriver à ce carton rouge. Il y a même un autre carton qui pouvait aller jusqu'au rouge, n'est-ce pas, pour les Gabonais, mais je crois que c'est un très bon psychologue qui a su gérer cette partie. Et comme on le disait sur le plan technique, Jacques Marcel, que le Burkina ne peut que s'en vouloir lui-même, parce qu'ils avaient la possibilité, n'est-ce pas, de marquer un deuxième but et être à l'abri pour ne pas tomber, n'est-ce pas, dans cette épreuve de tir au but où tout pouvait arriver. Vous avez vu que le Gabon avait déjà presque pris l'avantage pour pouvoir gagner ce match, malgré que le gardien burkinabé, dans ses beaux jours, a eu à rayer des pénaltys importants au moment où il fallait. C'est pour ça que ce match a été vraiment un match, comme on le dit, un match coupe-gorge pour ces entraîneurs qui ne savaient vraiment plus sur quel pied danser. Non, je crois que ça a été vraiment un match très intense pour les deux équipes. Et on a vu effectivement que le Burkina a des joueurs qui peuvent, n'est-ce pas, gérer un match à ce niveau, mais ils ont péché surtout au niveau de la finition. Alors, à ce niveau, ça devient compliqué. 120 minutes passées sur le terrain, plus les tirs au but, ça fait quand même un flux supplémentaire en termes d'adrénaline. Comment on fait pour récupérer quand on sait que dans une compétition comme ça, la fraîcheur, plus on avance, plus on a besoin de fraîcheur? Comment le staff du Burkina devrait s'organiser pour que ces joueurs-là puissent être d'aplomb pour la prochaine rencontre? Oui, vous savez, dans l'entraînement, on parle de la physiologie de l'effort, la physiologie de la récupération. Maintenant, c'est un travail qui doit être, n'est-ce pas, fait par ces entraîneurs, surtout avec le staff médical, pour amener ces joueurs, n'est-ce pas, à retrouver la fraîcheur physique pour le prochain match. Vous savez, ils n'ont pas trop de temps. Alors, pendant ce temps, il y a des joueurs, n'est-ce pas, qui ont des blessures. Il y a des joueurs qu'il va falloir tout de suite passer à la phase de régénération. Je crois qu'ils sont un peu très avancés parce que là, c'est aujourd'hui, dans l'entraînement, Jacques Marcel, on est très avancé de telle sorte qu'avec des analyses qu'ils feront en prenant le sang de ces joueurs, on rentre tout de suite dans une analyse qui vous donne, même au niveau de l'alimentation, ce que ces joueurs peuvent, n'est-ce pas, prendre pour qu'en 24-48 heures, ils retrouvent tout de suite la fraîcheur physique. Mais je crois en ce moment que là, on n'a plus besoin de beaucoup s'entraîner. Mais là, ce serait un problème maintenant mental ou psychologique, n'est-ce pas, pour mettre ces joueurs prêts à pouvoir attaquer le prochain match. Ben, quand on gagne aussi, on régénère aussi un peu très vite. C'est pour ça que les Burkinabés, n'est-ce pas, peuvent trouver une régénération rapide parce qu'ils sont vraiment sortis de loin pour pouvoir, n'est-ce pas, gagner ce match contre le Gabon. Est-ce que ce Gabon-là ne nourrit pas les regrets? Ben, ils peuvent nourrir des regrets, ils peuvent rentrer aussi avec la tête haute, il va falloir le dire. Ils ont fait un très bon tournoi, malgré qu'ils ont perdu aujourd'hui sur des petits détails. Parce que ce joueur, n'est-ce pas, qui prend ce carton rouge, déjà la première faute qu'il fait, ça a été vraiment une faute de jeunesse. Oui, voilà, ça a été une faute de jeunesse. Parce qu'il ne pouvait même pas, il pouvait éviter toutes ces fautes-là. C'est pour ça qu'il a créé vraiment des problèmes à son équipe en jouant. C'est un défenseur. Vous savez, quand un défenseur prend un carton à ce moment-là, ça devient très compliqué pour le compenser. Surtout qu'il va falloir encore changer tout le plan tactique et revenir. Si on va jouer à 3 derrière ou on va jouer à 4, ça devient vraiment très compliqué. Mais qu'à cela ne tienne, l'équipe gabonaise est allée chercher très loin dans ses ressources, n'est-ce pas, pour pouvoir égaliser ce but en temps réel. Et c'est pour ça que ils peuvent, n'est-ce pas, être fiers de leur performance, mais ils ont des regrets parce que au tir au but, ils avaient les possibilités, n'est-ce pas, de pouvoir tirer ce match, n'est-ce pas, à leur faveur. Il y avait de l'espace pour passer côté gabonais, mais on va ouvrir une petite fenêtre. On fera tout de suite après. On va la fermer. La petite fenêtre, c'est sur l'après-CAN côté Panthère du Gabon. On sait que les deux principales stars de cette formation, Mario Lemina et Aubameyang, sont partis de cette CAN sur la pointe des pieds. On ne va pas revenir sur ce qui s'est passé, problème d'indiscipline, problème de maladie. Seul l'encadrement technique du Gabon pourra dire la vérité aux téléspectateurs qui nous regardent. Mais on sait qu'ils sont repartis sur la pointe des pieds. Et derrière, on a retrouvé le Gabon du côté de Bafoussam à l'ouest, mais c'est pas maintenant parce que de ce côté-là, il y aura un duel des westerns entre la Guinée et la Gambie. Et depuis
la journée. Ça tire à balles réelles de ce côté avec le sélectionneur de Gambie qui a fait des déclarations fracassantes. On va revenir de très près sur ce sujet tout à l'heure avec Mathieu Fangwa et on donnera la parole aux acteurs. Mais avant, on va du côté de Yaoundé, la capitale du Cameroun, le siège des institutions où le très attendu Cameroun-Comore va se disputer demain à Olembe au stade Paul Biya d'Olembe, le stade flambant neuf de 60 000 spectateurs. C'est la capacité de cette enceinte qui n'a rien à voir avec, qui n'a rien à envier aux enceintes ultra modernes de part et d'autre dans le monde. C'est sur cette enceinte que les Lions Indomptables effectueront leur 4e sortie de la compétition. Ce sera face aux îles Comores avant de venir en plateau discuter ou alors parler de cette affiche. On préfère d'abord donner la parole aux acteurs. Il y avait les conférences d'avant-match aujourd'hui. Et nos équipes sur le terrain, André Mirabeau Mahop, Marc Chouamou et bien sûr Luciano Doudou-Djakou ont pris part à ces conférences de presse d'avant-match. On regarde, on écoute et on revient derrière pour en parler. Du Cameroun, Tony Kansesao Olivera, bienvenue. Nous avons aussi l'honneur d'avoir parmi nous Ayongo Bitolo, bienvenue. Si vous permettez, je vous poserai la première question pour le coach. Donc vous affrontez les Comores à ce niveau de la compétition. Qu'est-ce que vous savez précisément sur votre adversaire du jour et comment vous vous êtes préparé? Pour le joueur, parlez-nous un peu de l'ambiance au sein de l'équipe. On a vu que vous avez une ambiance assez sereine, assez festive. Comment vous parvenez à la fois de garder cet équilibre, bonne ambiance et concentration sur les matchs? Bon après-midi à tous. Concernant notre adversaire de demain, nous savons que nous allons jouer contre l'équipe, n'est-ce pas, des Comores. Nous avons essayé de recueillir des informations, on a visionné les matchs de cette équipe, on a vu ses points positifs et ses points négatifs. Et ce que nous voulons faire, c'est un jeu extrêmement compétitif, parce que nous allons également affronter une équipe difficile. Et il ne s'agit pas d'une équipe qui a un grand nom, mais il s'agit d'une équipe très compétitive qui est venue à la CAN grâce à sa compétence et qui affronte cette étape, qui est dans cette étape. Donc, c'est une équipe qui a une bonne organisation, une bonne dynamique, et nous devons travailler plus pour atteindre notre objectif. Et notre objectif, clairement, est de gagner. Et relativement à l'ambiance au sein de l'équipe, cette ambiance est assez positive. C'est un groupe de joueurs avec lequel je travaille depuis environ 2 années. Et la vérité est qu'en ce moment, je peux dire avec grande satisfaction que nous avons une ambiance positive et cela nous permettra donc d'affronter nos adversaires sereinement. On va continuer donc à maintenir cette ambiance. Ça revient tout le temps comment l'équipe nationale vit, c'est quoi l'état d'esprit, on voit avec la joie, la facilité. Pour moi, c'est important que avant le match, on puisse avoir des ondes positives pour pouvoir gagner des victoires. Et je pense qu'avec ça nous permet d'avoir une certaine sérénité, une harmonie, une cohésion avant le match et même après. Et si le groupe vit bien, je pense qu'on peut gagner toutes les équipes. Merci. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Je voudrais vous poser une question sur André Onana. Il y a quelques critiques contre André Onana.
je trouve que c'est un très bon gardien, notamment sur sa ligne. Il a effectivement raté une ou deux sorties aériennes. Mais je voudrais vous demander, est-ce qu'il y a un choc un petit peu culturel? Parce qu'André Onana, c'est le gardien de l'Ajax. Il joue très haut, il participe beaucoup au jeu, il fait énormément de relances. C'est presque le 11e joueur de champ de l'Ajax. Et est-ce que c'est difficile de lui faire jouer le même rôle au Cameroun? Parce que les Camerounais qui ont connu énormément de très grands gardiens sont moins habitués à ce rôle de... On s'excuse pour la qualité sonore de cette conférence de presse. Nous nous en excusons. Coach, ambiance bon enfant tout de même au sein des Lions. On a pu entendre le sélectionneur Sergio Conceição le confirmer. Oui, ça il peut le dire. Depuis le début du tournoi, l'équipe se comporte vraiment très bien. Elle gagne. Et les gars sont en confiance. Et même le staff technique, tout en espérant que, n'est-ce pas, cette ambiance va continuer, n'est-ce pas, pendant cette CAN. Est-ce que le fait qu'on a constaté quand même que les Lions Indomptables dans ce tournoi sont l'équipe la plus fermée, retranchée dans leur camp de base du Mundi complexe du côté de Yaoundé, ça ne communique pas beaucoup. Est-ce que c'est pour se protéger de cette pression populaire parce qu'on est à domicile? Non, je ne pense pas que ce soit seulement sous la pression populaire. Moi, je pense que même pour les joueurs, c'est tout à fait important déjà de se retirer pour avoir une bonne concentration, ne pas avoir trop de visites et travailler sereinement, se concentrer juste sur les entraînements et ils ont le temps de pouvoir mieux régénérer dans la journée. Je crois que ça a été une très bonne initiative d'amener ces joueurs, n'est-ce pas, très loin de la ville. Et ça fait vraiment bon augure parce que là, ils ont la possibilité, n'est-ce pas, de rester entre eux pendant toute une journée, pendant les séances d'entraînement et où il n'y a pas de visite et l'équipe est, n'est-ce pas, à l'abri, même des contagions, comme on est en train de le dire. Je crois que ça a été une très bonne réflexion, n'est-ce pas, d'amener les joueurs de ce côté-là. Alors, demain, c'est un quart de finale. Les Lions ont fini en tête de leur poule à l'issue de la phase de groupe, avec 7 points au Marquois pour 2 victoires et 7 nuls. L'attaque a super bien marché avec 7 buts. Et un Capo Canieré, Aboubakar, qui a mis 5 buts. Mais malheureusement, il y a quand même cette défense qui prend au moins 1 but par match. Oui, justement, on peut dire que cette équipe, n'est-ce pas, sur le plan offensif, a surtout un attaquant comme Aboubakar Vincent, il n'est pas le seul, même Toko Ekambi, qui sont en train de marquer des buts. Et c'est pour ça que j'ai dit sur le plan organisationnel, défensivement, cette équipe doit s'améliorer. Parce que prendre chaque fois un but, avant de courir pour pouvoir égaliser, parfois ça va aller peut-être dans le mauvais sens. Parce que là, plus vous avancez dans la compétition, plus les équipes deviennent très très solides sur le plan défensif. Cette équipe de Lyon, je crois que cette équipe a la possibilité, n'est-ce pas, de pouvoir aller un peu plus loin dans cette compétition, mais elle doit éviter, n'est-ce pas, de pouvoir prendre des buts comme ça a été, n'est-ce pas, dans les matchs précédents, et faire beaucoup attention parce que là, c'est un match où il va falloir tout de suite gagner. C'est plus le match de poule, c'est le match du chaos, comme on le dit, un but sort, comme nous on le dit au quartier. Et si vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, marquer, il ne faut pas non plus encaisser, parce que là, si vous encaissez, ça devient très compliqué. Surtout avec les équipes comme les îles Comores qui n'ont rien à perdre. Cette équipe n'a rien à perdre en allant jouer avec les Lions. Même s'ils perdent, on trouvera que c'était tout à fait normal. Donc pour moi, je crois que les Lions ne doivent pas regarder les matchs précédents. Je crois que c'est ça qui a un peu endormi l'équipe du Nigeria. Ils sont sortis avec 9 sur 9, les Lions sortent maintenant avec 7 sur 9. Il ne faut pas dire que nous on a bien joué pendant les phases de poule. Maintenant on est en train d'aller à une autre phase où il va falloir être encore vraiment très éveillé. Et ne pas attendre en début de match, Jean-Marcel, comme le Nigeria l'a fait. Il ne faut pas laisser cette équipe des îles Comores gagner en confiance. Plus elle gagne en confiance, et ça devient très compliqué. Non, il va falloir attaquer tout de suite, dès l'entrée de match, et donner les couleurs pour que, n'est-ce pas, cette équipe soit mise en doute. Et en ce moment-là, elle peut paniquer, on peut marquer des buts. Si nous, on encaisse avant de courir derrière le résultat, ça deviendra très compliqué. Mais moi, je suis convaincu que les Lions pourront, n'est-ce pas, gagner ce match, même sur le plan physique. Parce que cette équipe comorienne, elle a démontré une fois de plus, après avoir mené le Gabon 2 buts à 0, le Ghana 2 buts à 0, n'a pas pu gérer, n'est-ce pas, les 2 buts en temps réel.
C'est pour ça que les Lions doivent, n'est-ce pas, d'entrée de match, les mettre vraiment en difficulté pour que cette équipe encaisse pour ne pas se mettre en confiance. C'est un peu ça le match de demain. Donc moi je pense effectivement que le Lyon, ils ont des qualités pour pouvoir, n'est-ce pas, mener ce match dans le bon sens. Mais il va falloir beaucoup faire attention parce que cette équipe comoréenne, c'est une équipe avec des joueurs très agiles. C'est des joueurs, n'est-ce pas, qui jouent sans ballon et c'est des joueurs qui ont envie de jouer. Ils ne sautent pas les lignes. C'est une équipe qui est joueuse. Ils aiment jouer au ballon, mais ils n'ont rien à perdre comme je l'ai dit. Ils ont gagné contre le Ghana. Ils ont dit qu'ils ont gagné contre une très grande nation. Et que peut-être ça pourra continuer. Alors, on va s'arrêter sur deux faits. Déjà d'abord, la fiche de stats. Les Lions, on l'a dit, c'est une attaque qui a inscrit 7 buts en 3 rencontres et qui en a encaissé 3. Du côté du Comore, on en a encaissé 5, on en a inscrit 3. On a gagné un seul match au cours duquel on a mené 2-0 et on est revenu. On reste d'abord sur la ligne des stats, après on va parler du mental derrière. Alors, quand on regarde cela, on a quand même la meilleure attaque face à une défense qui prend de l'eau. Oui, justement, on peut dire qu'on marque plus, mais nous aussi on encaisse. Le Comore également, ils encaissent. Donc c'est un match où on peut dire chacun peut encaisser, puisque le Comore a encaissé, le Cameroun aussi a encaissé 3 buts. Maintenant, il va falloir maintenant que sur le plan offensif, que le Cameroun marque des buts et que derrière on n'encaisse pas. C'est justement là où il va falloir, comme je l'ai dit tout à l'heure pour le match contre la Tunisie, qu'on peut enseigner, on peut apporter, les joueurs peuvent, n'est-ce pas, de l'instinct marquer des buts. Mais défendre, on apprend à défendre. C'est pour ça que si vous avez une équipe qui, sur le plan de la tactique individuelle et la tactique du groupe, n'a pas ses ressources sur le plan défensif à mieux s'organiser, vous pouvez marquer 3 buts devant et vous en prenez 5 derrière. C'est pour ça qu'il va falloir éviter ça, que nos joueurs sur le plan défensif soient mieux organisés. Je parle de la tactique individuelle, la tactique du groupe, parce que si vous regardez le positionnement et le repositionnement que nous on a eu à avoir comme difficulté pendant les matchs précédents, les buts que nous avons eu à prendre, c'est des buts que nous on a été dans une manière où on se projette vers l'avant, on perd le ballon et tout de suite on se repositionne pas à temps. Est-ce que cette animation défensive, ce repositionnement aussi, est-ce qu'il est facile avec les changements des hommes qui sont opérés à chaque rencontre? Non, disons que moi je passe d'abord sur la tactique individuelle du joueur. Oui. C'est-à-dire que je me trouve face à un joueur, je me comporte comment sur le plan individuel. Maintenant, ça n'a rien à faire si vous avez changé un défenseur et l'autre a joué le prochain match. Mais il faut que le joueur lui-même, sur la tactique individuelle, soit bien bâti. Et que sur le positionnement, il sait que moi, en tant que latéral, dès que je bascule pour aller, n'est-ce pas, faire la couverture, je ne vais pas avec le dos. En ayant un joueur dans mon dos, je me place en position périphérique, de telle sorte que j'ai le regard sur le joueur et le regard sur le ballon. Mais la majorité des buts qu'on a eu à prendre, Jacques Marcel, on est juste orienté vers le ballon, ne sachant pas ce qui va se passer dans notre dos. Est-ce que c'est pas à cause c'est pas parce qu'on est un peu emporté par le soutien populaire, la fougue, on est à domicile, on veut se projeter, on veut très bien faire, que ces erreurs-là arrivent? Non, je ne pense pas que ce soit dans cette euphorie. Il va falloir, comme je l'ai dit déjà, c'est des joueurs de haute compétition. C'est des joueurs qui jouent dans des grands clubs auxquels il y a des erreurs qu'on ne doit plus faire sur la base de l'enseignement du football. C'est pas des gamins, c'est des joueurs d'un très grand niveau où il va falloir à un certain moment ne pas tomber dans des erreurs de cette classe. Moi, je pense que l'équipe a des possibilités de mieux s'organiser sur le plan défensif. Et si nous, on défend bien Jacques Marcel, on a la possibilité de marquer des buts devant. Parce qu'on a des joueurs qui ont ces qualités-là. On a Toko Ekambi qui a ces qualités. On a Aboubakar Vincent qui marque des buts. On a Christian Bassogo. Des garçons comme ça qui peuvent en un temps te changer des matchs. Mais ça n'apporte pas beaucoup si, sur le plan offensif, vous avez ces réalisations et que là derrière, vous avez des difficultés, vous ne pouvez pas mieux défendre. C'est pourquoi je dis défendre, ça s'apprend. On apprend à une équipe comment défendre. Et si on parvient à le faire, je crois qu'on a la possibilité d'aller très loin dans cette CAN. Mais si on ne le fait pas, on va prendre, n'est-ce pas, de l'eau, comme on le dit parfois dans le cas. C'est le souhait de tous les Camerounais, voir les Lions indomptables aller le plus loin possible dans cette compétition. Et qui mieux que ces anciens Lions indomptables
pour espérer voir une 6e étoile accrochée sur le maillot des Lions indomptables. Ils sont nombreux à avoir réagi, à avoir apporté leur soutien et leurs encouragements à leurs jeunes frères. On regarde cette sélection, Rigobert Song, double champion d'Afrique, Ben Achoutan, champion d'Afrique 2000, et Patrick Soufo, médaillé d'or olympique, Sydney 2000 et champion d'Afrique 2002. On regarde et on revient juste. Patrick Soufo, un petit message d'encouragement à nos valeureux Lions. Beaucoup de courage à vous et mettez-vous pas la pression. Une occasion qu'on n'a pas tout le temps de jouer à domicile une Coupe d'Afrique. Profitez-en, oubliez la pression. On est tous avec vous. Merci. Chers Lions indomptables, chers petits frères, de toute façon, vous avez fait le plus difficile. Maintenant, c'est la continuité qui est important. Alors, vous avez tout mon soutien, hein. Sachez que loin des yeux, près du cœur, vous savez de quoi il s'agit. Alors, le match de demain, comme d'habitude, mettez-vous à fond et essayez de nous créer ça en mode beaux ailleurs, comme vous le savez, dans les vestiaires, je vous ai dit. Ok, les gars, nous sommes ensemble. Bonjour à vous, mes chers Lions, chers jeunes frères. Vous qui avez la tâche aujourd'hui de donner ce plaisir immense aux 27 millions de Camerounais. Vous le faites si bien depuis le début de la compétition. Et à partir de demain, vous allez entrer dans une autre phase. La phase où on ne prend pas des risques. Mais je sais que vous êtes à la maison et vous savez compter sur votre peuple. Et je sais que vous êtes préparés pour ça. C'est pour ça que je ne veux pas vous donner quoi que ce soit comme leçon. Je sais que vous êtes prêts. Vous savez ce qu'il faut faire. Tout ce que je peux vous faire, c'est vous encourager une fois de plus. Vous dire que c'est possible. Vous êtes à la maison. Prenez les risques. Prenez plus de risques. Je parle des attaquants. Prenez plus de risques. Faites-vous plaisir sur les côtés. N'hésitez pas à éliminer. Faites-vous plaisir. Je sais compter sur vous. Je vous encourage plus que jamais. Et sachez que tous les Camerounais croient en vous. Et nous, anciens, nous croyons aussi en vous. Moi, spécialement, je crois en vous. Et je sais que vous savez que vous pouvez le faire. Alors, jeunes frères, bon match. Et que cette compétition, on aille jusqu'au bout. Ciao et bon dimanche, les gars. Union sacrée donc autour des ces Lions indomptables avec ces anciennes têtes couronnées de la tanière. Marie-Laure, les anciens disent qu'il faut que les jeunes lions dans la tanière se fassent plaisir. Forcément, vous également, vous allez vous faire plaisir dans les travées du stade Olympique. En tant que supporter, on se fait plaisir à notre niveau. Mais je vais aussi aller dans le même sens que ces anciens lions, que nos enfants, parce que je parle là en tant que maman, je porte la parole ici en tant que maman pour toutes les mamans du Cameroun. Nos enfants, ne vous fiez pas à l'encouragement des supporters. Ne mettez pas l'émotion parce qu'on a beaucoup souffert pour arriver à organiser cette coupe. Alors, prenez votre courage en main, faites ce qu'il faut faire. Vous avez suivi, vous avez vos aînés, on a un coach qui maîtrise vraiment sa chose, qui parle là où il dit ce qu'il faut. Vous l'avez bien suivi. Moi, je ne suis pas expert en foot, mais je vous dis en tant que supportrice que vraiment, allez de l'avant. Nous sommes tous derrière vous. Moi, je ne suis même pas dans à peu près qu'on dit qu'on ne va pas. C'est déjà dans la poche. C'est déjà dans la poche, mais trouvez vraiment les bons moyens, les techniques à ce que cela soit vraiment du jeu. Parce que tous les Camerounais sont, même les bébés, vous ne pouvez pas imaginer dans les quartiers ce qui se passe dans les maisons. Même les enfants, tout le monde attend ce jour de demain. Donc vraiment, faites tout le possible pour que cela dure jusqu'à la fin. Alors, pas expert en football, mais expert en déguisement, en habillement. Très belle. Alors, pardon, coach? Très belle. Ah, voilà. Est-ce que ces couleurs-là, vous pensez, ça transmet des ondes positives à ces lions sur le terrain?
Quand vous êtes dans les travées, on voit à l'image là avec votre longue robe et toutes ces couleurs là. Est-ce que vous pensez que ça influe sur les performances des joueurs sur le terrain? Ça, ce n'est même pas à demander. Quand je suis dans ça, c'est comme si je portais tous les lions. Alors je joue avec, et ma fierté, c'est quand on a déjà fini de gagner, je dis, ah, donc ces couleurs ont eu effet. Donc c'est un peu ça. Moi, ces couleurs, c'est d'abord, je vais signaler ici que c'est d'abord le patriotisme. Moi, j'essaie de représenter les emblèmes de mon pays quand les autres essaient de brûler. Pour dire à la jeunesse, pour transmettre quelque chose de positif à notre génération, notre jeune génération qui arrive, il faut leur inculquer que le patriotisme avant tout, quel que soit ce qui se passe dans notre pays, et il y a tout ça aussi dans d'autres pays. Alors le Cameroun passe avant tout. Le Cameroun, c'est comme la maman. On ne peut pas mettre la maman qui nous a portés dehors. On doit ouvrir cette maman-là quand il le faut. Donc, pour ça, moi, je suis prête à tout, même s'il faut porter une maison sur la tête pour prouver, pour montrer, pour témoigner l'amour à ces joueurs, pour montrer que le Cameroun est un beau pays, pour montrer que nous ne vivons que de l'amour dans notre pays. Moi, je ferai tout ce qui est à mon possible. Ça, vraiment, c'est calé. Personne ne peut le changer. C'est dans le sang. Je le ressens. Donc, Alors, ça, c'était donc Marie-Laure, hein, la nouvelle coqueluche des Lions Indomptables qui porte bonheur à cette sélection. Elle sera bien sûr demain du côté d'Olembe pour encourager ces Lions Indomptables à la victoire. On va donc aller du côté de l'Ouest Cameroun pour le deuxième huitième de finale de demain du côté du stade de Kwekong, où ce jour il y a eu des conférences de presse d'avant-match. On aura Mathieu Fangwa, mais on prend d'abord les extraits des conférences de presse d'avant-match. La rencontre va opposer la Guinée à la Gambie, et puis depuis ce jour, ça tire à balles réelles. Le sélectionneur gambien, le bien nommé Tom Saintfiet, a fait des déclarations fracassantes. On l'écoute et on se retrouve juste derrière. Il y a 6 joueurs qui se tournent dans la même chambre, le même sanitaire, le même douche. Et chaque membre de staff, seulement 2 ou 3, sont dans un single room. Les autres membres dorment dans le même lit. Dans le temps du Covid, fatigue après l'entraînement. Donc, pour moi, et je dis ça avant, j'aime d'être ici. Mais quand tu organises un tournoi avec 4 équipes pour un stade, et tu payes, tu règles les hôtels, chaque équipe a besoin de même niveau. C'est peu de respect pour chaque équipe. Parce que quand tu crées une différence entre les équipes, quand les grandes équipes ont les meilleurs hôtels, les meilleures infrastructures, pas loin du stade, et les petits pays, dans les mauvais hôtels, c'est favoritisme. C'est favoritisme. On est ici pour jouer au pelouse, et quand c'est Gambie qui est champion d'Afrique au Cameroun, ça va être décidé au pelouse, pas dans l'hôtel, pas les distances, mais on doit voyager 2h30 pour le stade. Même les joueurs, on va être là 1h30 avant le match, c'est 4 heures avant le match. La science dit que tu dois manger 3h30 avant le match. Il n'y a pas McDonald's pour arrêter, on ne peut pas manger le temps qu'on veut manger, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous sommes des professionnels. Déclaration très fracassante du sélectionneur de la Gambie. Eh bien, le patron de cet hôtel, le directeur général de l'hôtel Valebana, a bien voulu réagir
Dans cet extrait audio, M. Alain Zenang apporte un sanglant démenti aux propos du sélectionneur. On l'écoute et on revient juste après. Malheureusement, on n'arrive pas à voir cet extrait, certainement au cours de l'émission ou alors dans nos prochaines éditions, on reviendra sur cet extrait. Mais puisque nous avons notre homme de terrain du côté de Bafoussam, Mathieu Fangwa, qui a vécu ces différents moments de la journée, les déclarations du coach Tom Saint-Fils, et bien évidemment, il s'est entretenu avec l'ODG de Valais Bana. Mathieu, bonsoir et bienvenue dans Coupe de Cannes. Ouais. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à Bafoussam, et plus précisément non loin de la fan zone de Bafoussam où nous étions hier, où nous étions avant-hier, pour justement vous faire vivre les temps forts des différentes rencontres et conférences de presse, des matchs qui se déroulent ici, sur le site de Bafoussam. Bafoussam qui est considéré comme l'un des sites les plus vastes de cette Coupe d'Afrique des Nations de football, parce qu'au-delà de Bafoussam, nous avons le bonheur de savoir qu'il y a Bangou, il y a Bafan et il y a également Bana. Mais l'actualité du site de Bafoussam en ce soir de dimanche, c'est surtout les conférences de presse d'avant-match et Jacques Massé-Litiga avec les invités en parlait il y a un instant. On a eu le bonheur d'avoir en conférence de presse cet après-midi le coach Tom, sélectionneur de la Gambie, et également Kaba Diawara et Amadou Diawara, tous deux du Syli national de Guinée. Kaba Diawara, pour lui, estime que non, la Guinée fait son petit bonhomme de chemin, continue à travailler pour essayer de se retrouver plus loin dans cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Côté Gambie, naturellement, vous êtes au courant de cette scabreuse déclaration de Tom Sfichit, qui est le sélectionneur de la Gambie, qui a déclaré pour sa part un certain nombre de choses sur l'hôtel La Vallée de Bana. Naturellement, dans la foulée, on a eu le bonheur d'avoir la réaction du directeur général de La Vallée de Bana. Mais nous, journalistes qui étions sur place en conférence de presse, c'est un sélectionneur de la Gambie qui a attaqué tout le monde. J'ai envie de le dire, j'utilise le mot attaquer, parce qu'au-delà de s'attaquer à l'hôtel La Vallée de Bana, il a également évoqué les responsabilités de la Confédération africaine de football en se disant on nous demande de manger 2 heures ou 3 heures avant le match. C'est pas évident. C'est difficile de manger 2 ou 3 heures avant le match en sachant que entre le lieu où nous vivons et le stade de Kwekong, ça nous prend par là 1h30 ou 2 heures. Ça veut dire qu'on ne peut pas manger 3 heures avant le match. On est obligé de manger parfois 4 heures ou parfois 5 heures avant le match. Et ils estiment, et le coach Tom affirme pour sa part que la CAF n'a pas reparti en donnant la chance aux uns et aux autres sur la probabilité justement d'aller chercher le sacre africain. Tom également est revenu sur l'inéquitabilité en termes de chances d'aller chercher la couronne africaine, en disant si vous êtes le Cameroun et que vous avez toutes les chances parce que vous vivez à 5 minutes de votre lieu d'entraînement, si vous êtes par exemple le Maroc, vous êtes à 10 minutes de votre lieu d'entraînement, c'est pas le cas pour les équipes comme la Gambie qui souffrent le max dans cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Mais Jacques Massé-Litiga a, grâce à l'interview du directeur général de la Vallée de Bana, réduit un certain nombre de choses. Et on reste convaincu, on attend sur ces propos, puisque même la CAF a été épinglée, même la CAF a été touchée par les déclarations de Tom, le sélectionneur de la Gambie. On attend impatiemment la sortie de la Confédération africaine de football sur un certain nombre de déclarations du sélectionneur gambien. Mais côté terrain, ça va, tout va bien. Les deux acteurs se préparent à jouer des huitièmes de finale
de la Coupe d'Afrique des Nations de football. On aura un premier huitième de finale demain au stade Omnisport de Kwekong à partir de 17h. Et ce sera également l'autre huitième de finale mardi prochain, c'est-à-dire après-demain, entre le Sénégal et le Cap-Vert. On en reparlera demain. Mais le plus important, c'est de rappeler le contexte dans lequel s'est tenue la conférence de presse Gambie-Guinée avec les déclarations de Tom, le sélectionneur de la Gambie, qui, je crois, a jeté un petit froid dans la compétition ici, sur le site de Bafoussam. Merci Mathieu. Mathieu qui se sent super bien à l'Ouest. Je pense que la direction générale de Canal 2 prendra les dispositions pour qu'il soit maintenu là-bas après la CAN. Merci Mathieu, porte-toi bien et surtout à demain pour le follow-up de cette actualité. Pendant donc que Tom Saint-Fils, le sélectionneur gambien, tire à balles réelles, eh bien, le directeur général de Valais-Bana, Alain Zelan, lui sort son pare-balles, se défend et balaie d'un revers la main. On va l'écouter. Valais de Bana, jusqu'à présent, je suis Alain Zelan, le directeur de la Vallée de Bana. Donc, la Vallée de Bana, jusqu'à présent, a hébergé, c'est la 5e délégation qu'on héberge. Donc, la Gambie est la 5e délégation qu'on héberge. Donc, pour la petite histoire, le Zimbabwe et le Malawi sont passés par là. Après, le Burkina y est passé. Et le Cap-Vert est arrivé avant-hier et la Gambie a précédé. Donc, ce que le coach Gambia dit est vraiment de la plus de pur mensonge. Parce que juste après sa conférence de presse, le gouverneur a dépêché une équipe ici avec à sa tête le préfet du Honkam avec son état-major qui sont venus vérifier sur place cette grosse et honteuse mensonge proféré par le coach gambien. D'ailleurs, il a même invité le chef de délégation qui est le président de la fédération, le team manager gambien, le TLO gambien, le TS gambien, qui ont, à leur grande surprise, déploré vraiment le fait que le coach est allé à Bangou et a proféré de telles conneries. Ils ont réaffirmé devant le bien et bien. C'était donc le directeur général de l'hôtel Valais-Bana qui réagissait à la suite des propos du sélectionneur de la Gambie. Affaire à suivre donc, et Mathieu Fangwa qui est à Bafoussam, qui est à l'Ouest Cameroun, qui sillonne tous les sites d'hébergement, le site de match et les sites d'entraînement. Il va donc vous assurer un follow-up sur cette actualité demain, certainement avec des réactions, pourquoi pas, du préfet du département et peut-être la réaction des responsables de la CAF sur place du côté de Bafoussam. On va sortir de cette émission, mais il serait improbable qu'on sorte avec cette note triste, avec cette situation très ambiguë du côté invraisemblable que je vous avais dit quand on préparait cette émission que vous ne pouvez pas croire à de telles choses. Oui, moi jusqu'à présent je ne crois pas, n'est-ce pas, qu'une équipe peut être logée de la manière dont son entraîneur a eu à dire. Est-ce qu'il n'a pas besoin de ça puisque la Gambie est en train de faire une très bonne CAN, Jacques Marcel. Est-ce qu'il ne voudrait pas mettre la pression sur les autres, sentant que là on arrive au knock-out et son équipe a atteint son plafond de verre et il voudrait mettre la pression sur les autres? Non, c'est une mauvaise stratégie, moi je pense. Il va falloir qu'il laisse ses joueurs évoluer comme il l'a fait. Et jusqu'à présent, je crois qu'il se comporte vraiment très bien sur le terrain. Et il n'a pas besoin de ça parce que le football aujourd'hui, ça se joue plus sur le terrain, pas trop dans les médias. Mais je crois que la Gambie, pour moi, est en train de faire une très bonne CAN.
Et c'est pour cette raison que l'entraîneur, pour moi, aurait dû faire, n'est-ce pas, un break en regardant plus son équipe avec laquelle il est en train de jouer. Là. Voilà, Gambie-Guinée, ce sera demain sur vos antennes, sur l'antenne de Canal 2 International à partir de 17h et puis à 20h. L'eau très attendue, Cameroun-Comores, en direct toujours sur Canal 2 International. Marie-Laure, mot de fin, demain, voyage très tôt pour y aller soutenir et jouer les 12e hommes ou alors les 12e femmes, ou bien même les mamans. Je le veux très bien, je le souhaite très bien. Et je dirais merci ici à une dame, je ne peux pas quitter sans le faire, qui me soutient énormément. Il s'agit là de Angos Nanga Marie-Paul, présidente du mouvement des patriotes indomptables du Cameroun. Et je remercie aussi tous les patriotes indomptables qui sont à l'extérieur, qui essayent de lever haut la couleur du Cameroun. Et à tous ces gens, tous ces fans qui sont là, qui veulent du résultat demain. Vive le Cameroun, vive nos lions indomptables. Moi, je suis dans le 4-0. Merci. Merci, coach. Merci pour la soirée passée ensemble. On va se dire au revoir et à demain pour une autre édition de Coupe sur la 2, mais avant, les 2 matchs de 8e de finale sur nos antennes en direct. Au revoir et au plaisir. Tout le monde a une chance. Attention ce qui passe juste à côté. Avec une première possibilité ce centre dans la sortie de préparation. Anticipation à la compétition phare du continent africain. Attention à la frappe. En Afrique, le football coule dans nos veines. Grand Sport, supporter numéro 1 du football. Le football est un sport qui se joue avec un ballon d'une circonférence de 70 cm. Des chaussures à crampons, 2 équipes de 11 joueurs, sur un terrain recouvert de gazon. Bref, le foot, c'est un sport qui se joue avec un ballon. Il n'y a pas qu'un football. Il n'y a pas qu'une façon de se rapprocher. Orange. Comme toutes les personnes actives, mes journées peuvent être très chargées. Mais il y a ces moments que j'affectionne particulièrement. Quand je me réhydrate avec Source Tanguy, pour me reconnecter à une source inépuisable de bien-être. Je suis privilégiée de vivre ces moments uniques et authentiques qui me permettent de donner le meilleur de moi-même. Source Tanguy, plus qu'un eau minérale naturelle, c'est une classe au-dessus. XXL, faites le plein d'énergie pour en mettre plein la vue. XXL, c'est petit mais c'est puissant. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Bonne
Rica.